Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre podcast Level Up by Sogilis. Sur ce podcast, je vous propose de partager chaque mois mes échanges avec différents acteurs du monde du logiciel qui s'inscrivent dans une démarche de partage de connaissances, apprendre, transmettre. Je m'appelle Julie Bernard, je suis responsable du développement des compétences chez Sogilis, une entreprise du service du numérique basée sur la région Rhône-Alpes. Bonjour Teddy. Bonjour Julie. Merci de me rejoindre pour ce premier épisode du podcast Level Up. On va parler d'un sujet qui est assez atypique. Ça fait 8 ans que tu es chez Sogilis et tu as décidé de partir et tu nous as proposé de revenir un petit peu sur ton passage au sein de l'entreprise. Et le lien avec le Level Up, c'est que ton parcours a été longtemps guidé par l'envie d'apprendre et maintenant de transmettre. Mais là, je m'avance un petit peu sur la discussion. Du coup, je te propose qu'on commence par quelques mots sur toi. Tu te présentes en quelques mots ? Ouais, du coup, je suis Victor, donc développeur depuis 12 ans et à Sogilis depuis 8 ans. En interne, on m'appelle Teddy parce qu'il y a beaucoup de Victor à Sogilis et à un moment, il fallait se différencier. Et je suis développeur embarqué à la base et maintenant, je suis plutôt développeur généraliste, tendance artisanat logiciel. Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup qu'est-ce qui t'a donné envie de venir chez Sogilis il y a maintenant 8 ans ? Ouais, le premier élément déclencheur, c'est que globalement, j'étais à Paris, j'aimais pas et je voulais partir. Donc j'ai cherché quelle ville avait de l'embarqué, enfin de l'activité en embarqué en France. Donc globalement, il y avait Grenoble. Et j'avais connu Sogilis parce qu'il y a un collègue qui en avait parlé via LinuxFR en parlant de drone. Ouais. Et comme à ce moment-là, je bossais dans une boîte de drone, je pensais que c'était peut-être un de mes collègues. Je l'avais contacté, il m'avait parlé de la boîte. Et à ce moment-là, j'ai vu la présentation, ça parlait d'entreprises libérées, ce genre de trucs. Donc je me suis dit, soit c'est de la communication complètement fumeuse, soit c'est vrai et ça peut être intéressant. Du coup, quand j'ai bougé sur Grenoble, j'ai contacté Sogilis. D'accord. Et puis, je suis venu pour essayer. Et 8 ans en ESN, du coup, puisqu'on est une ESN, qu'est-ce qui t'a donné envie de rester aussi longtemps, du coup ? Ouais. Globalement, le premier truc que je suis venu chercher, en fait, c'était de pouvoir intervenir un peu sur n'importe quel projet, parce qu'avant j'étais spécialisé. Et en fait, à Sogilis, globalement, il n'y a pas de spécialisation technique par profil. Donc je pouvais intervenir sur à peu près tout. En plus, comme on est une petite ESN, il n'y a pas forcément d'intérêt à se spécialiser. Donc le profil généraliste est valorisé. Et puis, c'était ce qui m'a fait rester la question, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Globalement, en fait, c'est qu'il y a plein de transformations internes. C'est-à-dire que le Sogilis que j'ai connu il y a 8 ans, c'est plus le même que maintenant. Il y a des évolutions au niveau de la stratégie, au niveau de l'activité. On a grossi en taille, on a essayé d'aborder la question de la qualité du développement logiciel de manière différente. D'abord, on se positionnait plutôt dans... en fait, on veut intégrer de l'agile, etc., mais à petite équipe, on a réfléchi, mais du coup, si on veut faire de la qualité, il faut aussi qu'on soit capable de proposer des offres de qualité à nos clients. On a structuré ce que ça voulait dire qu'une offre de qualité, etc. Donc, en fait, je suis resté 8 ans parce que j'ai pas eu besoin de quitter la boîte pour voir, en fait, mon boulot évoluer. Okay. Et il y a un aspect co-construction. C'est-à-dire qu'avec le fait qu'on a... Alors, le fonctionnement entreprise libérée, c'est pas forcément clair, mais on a un modèle fortement participatif, en tout cas. Du coup, ça fait que quand l'entreprise va dans une direction, en général, on comprend pourquoi on va dans cette direction et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ce mouvement. Et moi, ça fait 8 ans que ça allait dans une direction qui me convenait bien, quoi. Oui, ok. Et si on reparle un peu du level up, quelle a été cette évolution pour toi, du coup, dans le cadre de la démarche level up de Sogilis ? Ouais, donc là, c'est le moment de l'interview, on va passer dans un effet tunnel. Globalement, moi, j'ai eu plein d'étapes successives en termes de postes. Globalement, dans un premier temps, avec mon background embarqué, je suis intervenu sur plein de projets embarqués en tant que développeur. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait des pratiques de test que j'avais commencé à faire dans mes expériences précédentes, mais que là, je pouvais pousser plus loin parce que je bossais avec typiquement des collègues qui bossent dans le web, etc., qui avaient beaucoup plus de facilité à mettre en place des trucs cool, genre des tests automatisés, du déploiement des CI, etc. Et moi, j'étais là en mode... Ouais, mais j'ai un système électronique au milieu, je sais pas comment le faire. Et du coup, via les projets, j'ai pu trouver des réponses en fait à cette question-là en pompant, comment vous avez fait côté web, ok, ça on peut l'adapter, etc. Et du coup, ça m'a permis en fait d'aller beaucoup plus loin sur les pratiques de dev embarqué, en voyant pas seulement l'aspect on est en train de réaliser des fonctionnalités, mais comment on le valide. Et avec ça, qu'est-ce qu'on est en train de réaliser sur le produit, c'est-à-dire globalement la partie construction de backlog, etc. Donc en fait, à ce moment-là, j'avais plutôt une posture
tech lead pour faire du design des systèmes complets et à la fois une interaction en fait avec les clients pour aller prioriser les fonctionnalités. Et en général, il y avait des interactions assez intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a la vision du produit fini qui était dans la tête des product owners. Il fallait réussir à en extraire ce qui était faisable facilement et qu'on pouvait facilement démontrer, et ce qui serait nécessaire de faire, mais que pour l'instant, potentiellement en termes de réalisation, il y avait des risques, des difficultés techniques. Et trouver le bon chemin, en fait, pour réussir à aller au produit en essayant de lever les risques au plus tôt et de s'adapter quand c'est le bon moment, bah ça, c'est une activité qui était plutôt liée à une activité de Scrum Master que je faisais à ce moment-là, et qui était aussi intéressante. Par contre, je me suis aperçu globalement dans cette période-là que le niveau de qualité des clients, en particulier quand on bossait avec les startups, était quelque chose dont on n'avait pas forcément la même vision. C'est-à-dire que quand on bosse pour des gens de l'industrie qui ont l'habitude de mettre en place un produit, ils vont avoir directement des exigences élevées. Et avec les startups, au contraire, c'était plutôt on pousse pour la fonctionnalité, quitte à parfois aller trop vite. Et du coup, nous, il y a des choses, parfois on anticipe qu'on va avoir des problèmes et c'est difficile de se faire entendre. Du coup, la stratégie à ce moment-là, c'était on laisse globalement le problème arriver. Et au moment où le problème arrive, on donne la solution. Un des exemples que je trouve le plus illustratif, parce qu'il est très physique, c'est sur un projet pour un drone sous-marin. On disait qu'il se serait intéressant d'avoir un banc de test depuis un moment, mais le banc de test, globalement, ça prend du temps de le monter, ça demande du matériel supplémentaire. Donc le client disait toujours, côté financement, ça va être compliqué. On fait un déplacement pour aller tester notre logiciel. On déplace un drone de 20 kg au bord d'une piscine, on étanchéifie tous les raccords, etc. On va au bord de la piscine, on allume le drone, et là, on a une brique flottante, et on est en slip de bain à la regarder. Et là, on se dit, pour investiguer ce qui se passe actuellement, en fait, il va falloir qu'on soit capable de reproduire les problèmes. Et du coup, pour reproduire les problèmes, il faut un système identique au drone qu'on met dans la piscine, mais qu'on puisse utiliser avant d'aller à la piscine, et donc un banc de test. Et là, ça a été parfaitement validé, parce qu'en fait, il a constaté que le problème, il allait arriver très vite, et qu'en plus, il posait énormément de problèmes, parce que se déplacer, c'était coûteux pour tout le monde, ça faisait perdre du temps. Et à partir de ce moment-là, on a pu monter le banc de test, et c'est devenu un élément de la routine dans la checklist. Voilà, on va en piscine, quand ça va passer le banc de test, on a aussi appris qu'il fallait bien emmener les bancs pour imperméabiliser, etc. Et donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Mais après quelques années à faire ça, je me suis aperçu que moi, ce qui me bottait le plus, c'était d'aller régler les problèmes des logiciels qui ont une certaine durée d'existence. Parce que globalement, démarrer des projets from scratch, c'est plutôt satisfaisant parce qu'on n'est pas contraint côté technique, mais une fois qu'on a fait ça quelques fois, en fait, ça devient une certaine routine. L'environnement technique change, mais par contre, on prend des décisions et on ne voit pas l'impact que ça peut avoir. Donc, il nous manque la boucle de feedback pour être capable de comprendre comment je pourrais prendre des meilleures décisions à l'avenir. Donc, ma stratégie, ça a été d'aller chercher les projets qui avaient des contraintes legacy. Et les problèmes, idéalement, des trucs bien affreux, mais avec une volonté de reprise en main. Et donc, en fait, dans cette activité qui est un peu moins populaire parmi les développeurs, je suis plus allé sur une activité de développement classique, plus solitaire au final, et parce qu'il y avait moins d'équipes en fait qui voulaient intervenir sur ces systèmes legacy. Et moi, ce que je me disais, c'est que si je veux affûter mes compétences techniques, il faut que j'ai des contextes qui soient les plus difficiles possibles. Et en fait, pour aller aborder ça, je me suis aperçu aussi que ce qu'il y avait dans l'artisanat logiciel, ça parle des méthodes de travail, de la façon d'aborder le logiciel, et les aspects techniques sont au second plan. Et effectivement, j'ai constaté que la plupart du temps, sur ce genre de projet, là où je pouvais apporter de la valeur, c'était sur l'approche pour reprendre en main le logiciel ou l'approche pour réussir à continuer le développement avec les contraintes de l'existant. Et qu'en fait, les connaissances techniques des librairies ou du langage spécifique qui étaient utilisées, c'était quelque chose d'utile, mais en général, dans les équipes existantes, ils avaient déjà en fait ce genre de compétences. Donc en faisant du pairing ou du mob, en fait, on pouvait avancer sans problème. Et en essayant d'aller dans cette direction-là, en fait, y a la plupart du temps, en fait, en termes de pratique, on avait besoin de négocier à la hausse en fait, le niveau de qualité avec les clients.
parce que souvent on venait en essayant de mettre en place la vision qu'on avait à ce moment-là de l'état de l'art de l'artisanat logiciel. Et une fois, en fait, j'ai eu un client, du coup, qui était plus demandeur de bonnes pratiques que ce que je savais faire. Okay. Et du coup, c'est un client auquel j'ai appris des choses. Et ça m'a mis un certain coup, en fait, de me dire que la fois où je tombe, en fait, sur un client qui est littéralement demandeur à fond de bonnes pratiques, que je n'avais pas réussi à y répondre. Okay. Et du coup, ça m'a remis, en fait, dans une démarche où plutôt que d'être défensif, en fait, sur la qualité, à essayer en réaction de pousser un maximum de trucs, mais d'être en réaction, d'essayer de plus, en fait, dans la proposition. Mm-hmm. Et donc, d'aller chercher, des projets qui, non seulement ont des problèmes legacy, mais en plus, en fait, ont déjà quand même une vision et sont preneurs, en fait, d'accompagnement pour aller vers la mise en place de ces pratiques-là. Okay. Et en poussant globalement ce chemin à fond, on arrive à mon activité aujourd'hui en tant que développeur, où je me mets toujours comme développeur, en fait. C'est une fiche de poste qui me convient très bien. Mais en termes d'activité, je me vois plutôt comme un agent infiltré pour faire du coaching interne sans qu'on le sache, mais en tant que collègue, en fait. Oui. Donc globalement, via le pairing, et puis plutôt que de faire des recommandations sur « on devrait faire ça », on essaye de mettre en place des pratiques. On voit est-ce que c'est adapté par rapport au contexte de ce projet précis, et ça permet d'adapter de manière beaucoup plus pertinente, en fait, ce qu'on peut lire dans les livres sur l'artisanat logiciel, etc. Okay. Et puis... à côté de ça, en fait, pendant ces 8 ans, donc ça, c'était plutôt mon activité de développeur. Mm-hmm. Et à Sogilis, il y a un concept apprendre et transmettre, et ça me va plutôt bien. J'ai aussi eu une activité, en fait, de transmission de connaissances via la formation. Mm-hmm. Donc, globalement, ça a commencé quand je suis arrivé, il y avait une formation Git qui existait. Et j'ai eu l'opportunité de faire formateur Git. Alors c'était un outil que j'utilisais quotidiennement avant et à un niveau que je pensais assez poussé. Et je me suis rendu compte en préparant la formation pour la donner qu'il y avait des fondamentaux aux côtés desquels j'étais complètement passé à côté. Et qui m'ont littéralement fait comprendre des choses magiques. C'est-à-dire avant je savais le comportement c'est ça. Et maintenant en plus je comprenais pourquoi le comportement c'est ça. Donc c'était absolument génial. Et quand j'ai été formateur Git, c'était sur des connaissances quand même pas mal basées sur ce que j'avais avant, mais j'avais plus l'impression que j'avais besoin d'apprendre des choses, en particulier pour me déspécialiser de mon expérience embarquée, dans un contexte très particulier. Mais après quelques années, je me suis dit, en fait, j'ai des trucs qui seraient intéressants de connaître pour le reste de l'équipe. Et les collègues avec qui je bosse sur les projets, en fait, on apprend des choses ensemble, mais les collègues avec qui je bosse pas, en fait, ils apprennent pas. Et cette transmission, ça a commencé par le fait que, globalement, j'ai pu me détacher, faire de l'enseignement à la fac sur des trucs que je maîtrisais bien, la programmation C, le shell, etc., et les bases d'Unix, en parallèle de mon boulot. Et ça m'a permis d'expérimenter de la formation pour adultes, en fait, auprès d'un public spécialisé. J'ai trouvé ça génial. Le côté carré était intéressant. Par contre, l'enseignement à la fac, c'est catastrophique. On n'a pas de moyens. Les gens qui décrochent, on s'en tape, etc. Donc, c'était quelque chose à la fois super intéressant, si les étudiants sont top, et à la fois très frustrant parce que je trouvais que c'était pas du tout efficace. Oui. Et un petit peu après, en fait, il y a eu des discussions sur comment est-ce qu'on essaye de garantir le niveau de qualité sur les projets que réalise Sogilis. Pour que les clients, globalement, ne se soient pas à la loterie ils ont des gens qui sont bien capés sur les aspects méthodes et ils ont un truc top, et puis si ce n'est pas le cas, ils auront autre chose, quoi, donc, pour le rendre reproductible. Et il s'est démarré, en fait, des discussions de faire un vrai parcours de formation, en fait, à l'intérieur de Sogilis, de manière à atteindre globalement un socle de base. Et là-dedans, j'ai vu, en fait, l'opportunité de faire un plan de formation sur ce qui est vraiment important pour moi, et qui est une vision partagée au niveau du groupe, c'est-à-dire pas les technos mais les méthodes. Et surtout, on ne forme pas nos collègues pour leur donner une note à la fin. On forme les collègues à la fin pour que quand on bosse sur un projet et qu'on va mettre en place les meilleures pratiques pour réussir, et globalement, on termine la journée en mode on a réglé des trucs, on n'est pas stressé et tout se passe bien. Du coup, exactement l'inverse de la fac. On ne veut pas trier on ne veut pas être sélectif, quoi. On veut être qualitatif.
Et du coup, ça s'est manifesté par un investissement assez conséquent en termes de moyens et de temps mobilisé pour monter des formations. Donc, on a monté des formations sur les bases du test, sur ce que c'était que l'ergonomie du code, donc, qui se dénomme plutôt clean code de manière générale, mais on trouvait qu'ergonomie du code, c'était plus pertinent. Et globalement, amplifier ce qu'on savait faire sur la formation Git en l'appliquant aux méthodes. Ok. Et là, c'était absolument génial, en fait, de voir une dynamique de groupe où initialement, enfin voilà, on était un petit noyau dur, en fait, à définir un plan, etc. Et au fur et à mesure, en fait, le système a pris ça en main. Et il y a des formations qui se sont montées sans qu'on ait à intervenir, etc. Et globalement, bah maintenant, ça roule, quoi. Et en même temps, sur cet aspect formation, en fait, on s'est aperçu, en faisant les essais, que quand on transmet les connaissances théoriques, ça fait qu'il y a énormément de personnes qui bénéficient de ça, qui ont une connaissance, voilà, qu'est-ce que c'est que le test-driven development, qu'est-ce que c'est que l'ergonomie du code, mais que c'était pas suffisant pour réussir à transformer ça de manière mécanique par des pratiques sur les projets. Et là, c'est là l'état de la transmission de connaissances telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est qu'on essaye maintenant d'intégrer, de réfléchir un peu sur comment est-ce qu'on va faire pour passer à la mise en pratique de manière un peu plus mécanique. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques personnes qui se sont mises à faire des nouvelles pratiques sur les projets, et ça marche bien. Et potentiellement, on va tenter une approche différente. Et en fait, sur la transmission de connaissances comme sur le développement, en fait, moi, c'est un peu mon expérience à Sogillis. C'est, on va dans une direction, on essaye des trucs, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, on s'adapte, et puis le contexte change, on grossit, et ça continue, quoi. Et dans cette démarche, est-ce qu'on parle aussi de ton activité de conférencier, du coup, qui est aussi de vulgariser, transmettre un petit peu ? Ouais, du coup, on peut en parler. C'est vrai que globalement, il y a eu une réflexion. Alors, si je commence par ma réflexion interne, globalement, une fois qu'on a mis en place le programme de formation sur des pratiques, genre le test-driven development, il y a une problématique qui s'est posée, c'est en fait, on forme à certaines pratiques parce qu'on pense qu'elles sont bonnes, et en même temps, c'est des pratiques minoritaires dans l'industrie. Donc, est-ce que c'est parce que l'industrie est extrêmement conservatrice et a du mal à bouger, ou est-ce que c'est que juste que ces pratiques-là ne sont pas convaincantes ? Donc, en fait, la question, c'est est-ce que ces pratiques sont efficaces et cette efficacité n'est pas perçue, ou est-ce que c'est juste une certaine pratique, mais qu'en fait... globalement, on ne sait pas vraiment si elle a une efficacité propre. Donc pour ça, en fait, j'ai commencé à lire des papiers de recherche en fait sur les méthodes de développement parce que je voulais m'intéresser à la question est-ce que ce que je raconte en formation c'est globalement de la flûte ou pas ? Et en cherchant ça, j'ai découvert des résultats qui étaient plutôt contre-intuitifs parce que en général, les livres d'artisanat logiciel, c'est des gens très enthousiastes qui sont développeurs, etc. La distance critique ne fait pas forcément partie de leurs outils de base. Alors que dans la recherche, au contraire, c'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Ils le découvrent et du coup, ils vont l'analyser en le définissant, en mettant en place des protocoles pour évaluer des choses. Et donc, ils se posent des questions que dans le milieu de l'artisanal, dans le milieu de l'artisanat logiciel, on ne se pose pas vraiment. Et du coup, il y a je crois que c'est 2-3 ans, ça doit être 3 ans globalement, en fait, on s'est dit qu'à Sogillis, comme l'idée c'était de faire du logiciel zéro défaut, en interne, être capable de faire du logiciel de qualité, c'est cool, mais si en plus on peut transformer en fait, l'industrie pour leur dire en fait, faire du logiciel de qualité c'est bien, donc venez avec nous ensuite. Voilà, globalement que si on fait monter l'industrie, que ça nous serait bénéfique à long terme de toute façon. Et que globalement, on faisait ça un peu en mode on va faire des trucs, on verra ce que ça donne. Et donc on a été quelques-uns à avoir envie de donner des conférences. Et donc dans ce cadre-là, globalement, moi j'ai fait des conférences dessinées parce que j'aime bien le format, de vulgarisation en fait, de papier de recherche sur l'artisanat logiciel. D'accord. Et ça c'était présenté en mon nom propre, mais ce qui était bien, c'est qu'en fait, c'est une activité très chronophage, et j'avais du temps libéré côté Sogillis, en fait, à la fois pour travailler à faire ces conférences, et à la fois ensuite pour aller les donner. Oui. Donc ça, c'était cool. Mais en même temps, je me vois pas comme conférencier, et voilà, moi, j'étais toujours un simple développeur, mais en fait, la fiche de poste, ça dit pas grand-chose à Sogillis, donc on peut faire un peu de tout. Et ça, c'est quelque chose que... personnellement, ça m'a éclaté de le faire.
j'ai vu que j'apportais quelque chose sur la vulgarisation scientifique, c'est pas quelque chose de très présent dans l'écosystème des conférences. Et du coup, j'ai vu l'utilité et je pense que je vais le continuer. D'accord. C'est même sûr, en fait. Et est-ce qu'il y a des moments que tu n'oublieras pas, ou en tout cas qui t'ont marqué de ton passage chez Sogilis? Globalement, en fait, il y en a plein. C'est-à-dire que dans les différents Sogilis que j'ai connus, il y a des gens qui sont partis il y a un moment, qui étaient là au début, et en fait, tous m'ont marqué sur certains aspects. Mais typiquement, il y a des gens, genre au tout début, là, il y a 8 ans, gens comme Sébastien, qui étaient hyper bons globalement dans l'animation de rétrospective, avec un calme et une capacité à aller rechercher les causes racines qui étaient absolument bluffantes. Parce qu'en fait, il y avait une bonne maturité de qu'est-ce qu'on essayait de résoudre en fait via ces activités-là. Et moi, c'était quelque chose que je découvert et qui m'a beaucoup marqué. Et ce que je trouve génial, c'est que il y a ce genre de personnes, voilà, qui m'ont marqué quand je suis arrivé. Ensuite, j'ai l'impression d'avoir potentiellement pu apporter. Et maintenant, moi, ce qui me marque le plus, c'est des gens que j'ai recrutés il y a quelques années, des profils en reconversion, etc., qui s'intéressaient à l'artisanat logiciel avec énormément d'enthousiasme. Et maintenant, globalement, ils m'apportent des trucs sur de la veille technique, sur des problématiques d'architecture, des problématiques de l'animation de kata, ce genre de choses. Et du coup, il y a un effet sympa, parce que globalement, on a dépensé de l'énergie un moment à contribuer à un système, et maintenant, le système roule et fait ma veille technique en partie à ma place, etc. Et ça, je pense que ce qui est le plus satisfaisant, c'est de voir un collectif globalement fonctionner après une période de rodage, entre guillemets. Et aujourd'hui, tu pars parce que tu n'apprends plus, du coup? Puisque c'est un peu ce qui t'a guidé jusqu'à tout ton parcours. Est-ce que ton départ est dû à ça? La réponse est oui, en fait. Globalement, le truc, c'est que... avec mon passage chez Sogilis, en fait, j'ai l'impression d'avoir appris tellement vite. C'est-à-dire, je suis parti d'un truc, j'avais des connaissances en embarqué sur un contexte ultra spécifique, sur un produit sur lequel j'ai bossé pendant 3 ans. Je connaissais un langage, et en vrai, j'étais tellement bas niveau que même comment représenter une chaîne de caractères, c'était quelque chose que je savais plus faire. Donc j'étais vraiment devenu un ultra spécialiste dans un contexte. Maintenant, je peux intervenir sur à peu près n'importe quel langage. Je peux remonter des couches pour pas être juste sur le développement fonctionnel, mais globalement être de l'activité de spécification du besoin à l'activité de QA. Et à côté de ça, être vraiment dans la partie organisation d'équipe, en fait, comment on s'organise en tant qu'équipe. Et le truc, c'est que ça a tellement bien marché pour me faire monter en compétence que j'en arrive à un stade où ça fait un petit moment que c'est pas via le groupe Sogilis que j'apprends le plus. Et du coup, une fois que j'ai transmis des trucs et que j'ai l'impression que ça tourne, moi j'ai envie de continuer à apprendre. Et là-dedans, je me suis aperçu que ce qui me semblait être la direction de système complet qui couvre à la fois les aspects techniques et les aspects méthodaux que je veux mettre en place, c'est un truc qui s'appelle le Domain Driven Design, dont on entend beaucoup parler, qui est un peu plus difficile d'avoir mis en œuvre. Et j'en suis arrivé à la conclusion que si je veux continuer à progresser, il faut que j'aille dans cette direction-là et faire spécifiquement du Domain Driven Design. Okay. Et du coup, pour ça, je vais rejoindre une boîte qui s'appelle Agicap, qui est organisée avec du DDD vraiment en son cœur. C'est pas juste des équipes, ça a l'air d'être en termes de système. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que là-bas, je vais beaucoup progresser. Mais en même temps, c'est parce que je suis passé par Sogilis qu'en fait, maintenant, je vois que c'est ça que j'ai envie de faire. Ok. Donc un peu comme nous, tu nous as rejoints pour voir si le modèle de l'entreprise libérée, c'est un peu la même chose sur le DD aujourd'hui. Et je suis pas resté pendant 8 ans globalement en tant que choix par défaut. Ouais. C'est-à-dire que moi, ma philosophie, c'est que puisque les entreprises nous traitent comme des Kleenex, on va les traiter comme des Kleenex. Et donc si on trouve mieux ailleurs, on se barre. Bon, j'ai mis 8 ans à trouver mieux, parce que systématiquement, à chaque fois que j'évaluais ce que m'offrait Sogilis par rapport au reste, globalement, ça correspondait mieux à ce que je veux faire. Okay. Et là, c'est un peu la boîte d'exception. Et globalement, s'il n'y avait pas cette boîte, les choix seraient plus restreints. D'accord. Et si on devait finir par une question, à qui conseillerais-tu Sogilis aujourd'hui ? Globalement, en fait, je le conseillerais déjà aux personnes qui aiment le service. Parce qu'un truc qui n'a pas changé, c'est qu'on doit être capable d'intervenir sur à peu près n'importe quel projet. Donc ça ne veut pas dire qu'on passe du coq à l'âne, mais au minimum, il ne faut pas être attaché forcément à une techno, etc.
Ça, c'est une des contraintes. Et par contre, d'un point de vue positif, moi, ce qui m'a le plus apporté à Sogilis, c'est ce que j'ai pu apprendre, à la fois auprès des formations, etc., mais à la fois auprès des gens qui sont à l'intérieur. Mhm. Et globalement, en fait, si on a envie d'apprendre l'artisanat logiciel, pour moi, c'est un super écosystème. Ok, ça marche. J'ai quelques questions pour finir. Vas-y. Question signature. Qu'est-ce que tu as appris cette année qui t'a marqué ? Moi, ce qui m'a marqué, du coup, c'est le domain-driven design. C'est-à-dire que via une formation organisée par Sogilis, merci beaucoup. Du coup, j'ai eu une introduction en fait au DDD avec 2 jours de pratique et j'avais identifié que c'était le besoin et ça me l'a confirmé. Et c'est vraiment le truc que je retiens, quoi. Okay. Et maintenant, je vois du DDD partout. Oui, il faut en faire, répondons-le. Du coup, je me pose des questions sur ma propre distance critique vis-à-vis du DDD. Il y a peut-être une future conf là-dessus, mais... Et si tu devais nous conseiller une lecture, conseiller une lecture à nos auditeurs, du coup, qu'est-ce que... Moi, ce que je conseillerais typiquement à des personnes qui veulent se lancer dans l'artisanat logiciel actuellement, c'est le bouquin Softwarecraft, qui a été fait par un collectif de personnes super, et qui est sorti il y a très peu de temps, et qui est un panorama en fait des pratiques de l'artisanat logiciel. Donc avant, il y avait plein de bouquins en anglais pénibles à les lire, et là, on a un bouquin en français qui synthétise tout, qui est 20 ans après les autres globalement. Et qui marche bien. Donc je l'ai conseillé à des personnes, genre des stagiaires que j'ai eu il n'y a pas longtemps, et ils ont retrouvé en fait là-dedans toutes les discussions qu'on a dans les conférences craft globalement grenobloises, etc. Donc c'est que ça recoupe plutôt bien, mais en plus c'est accessible. Okay. Et après pour les gens plus expérimentés, je dirais ça dépend du contexte. Quel est le prochain événement technique auquel tu voudrais participer? Toi, est-ce que tu en as un en tête là du coup Ouais. Du coup, il y a un meet-up DDDFR à Paris pendant mes vacances le 17 octobre auquel je vais essayer d'assister. Et puis sinon, en conférence, je vais essayer d'assister en janvier à Tourentech, qui m'avait beaucoup plu. C'est une conf où il y a à la fois des aspects tech, à la fois des aspects méthode et à la fois du social tech. Et j'ai beaucoup aimé le temps. Okay. Et puis sinon, il y a les Human Talks Grenoble, où il y a des petites présentations courtes et je trouve ça absolument top. Donc je vais essayer. Ma résolution, c'est d'y aller régulièrement cette année. Ça marche. Et une dernière question, si on veut poursuivre la conversation avec toi, du coup, est-ce qu'on peut te contacter ? Ouais, globalement, le choix privilégié, c'est de venir aux events grenoblois, parce qu'en général, j'y suis. Pas les techniques, mais ceux craft, donc Alpcraft, etc. J'ai un compte Twitter, on peut me contacter, mais vu la toxicité de ce réseau, globalement, je serais ravi de revoir des discussions techniques qui se basent sur de la méthode. Et puis, si vous voulez me contacter, mais que je ne vous réponde pas, il y a LinkedIn. On mettra les liens dans le podcast. Ça marche. Et merci beaucoup en tout cas de t'être rejoint à moi pour ce premier épisode. Cool, ravi de crash tester. Et puis bonne continuation du coup. Merci. On se recroisera. Il y a des chances.